Béatrice est venue dans mon cabinet il y a 3 mois. Elle avait un grand dossier rempli d'analyses médicales. Elle a 58 ans. Ancienne professeure, aujourd'hui à la retraite. Elle m'a expliqué qu'elle avait de plus en plus de mal à monter les escaliers de sa maison. Son cœur battait très vite et ses genoux lui faisaient mal. Puis, elle m'a dit une phrase que j'entends presque tous les jours. « Docteur, je mange pourtant très léger. Je mange de la salade. Je marche environ 30 minutes par jour. Mais mon ventre ne disparaît pas. Qu'est-ce que je fais mal ?» Je lui ai alors demandé de me montrer ce qu'elle mange pendant une journée normale. Le matin, elle prenait des flocons d'avoine avec des fruits. À midi, une grande salade avec du poulet grillé. Le soir, une soupe de légumes. Tout semblait léger, tout paraissait correct. Mais quand nous avons regardé ces analyses ensemble, la réalité était différente. Sa graisse viscérale était très élevée. Son hémoglobine glyquée était proche du prédiabète et sa masse musculaire avait beaucoup diminué pendant l'année précédente. Le vrai problème n'était pas ce qu'elle mangeait. Le problème était ce qu'elle ne mangeait pas assez. Et c'est exactement le piège dans lequel tombent des millions de personnes après 50 ans. Beaucoup pensent que la solution est de manger moins, mais en réalité, elles aggravent le problème. Dans cette vidéo, vous allez découvrir l'aliment numéro 1 qui aide à brûler la graisse viscérale après 50 ans. Vous allez comprendre pourquoi cet aliment fonctionne différemment de presque tous les régimes. Et surtout, comment l'utiliser dès demain, sans avoir faim, sans compter les calories et sans dépenser beaucoup d'argent. À la fin de la vidéo, je vais aussi vous expliquer l'erreur numéro 1 qui peut annuler tous ces efforts, même si vous mangez le bon aliment. Alors restez bien jusqu'à la fin, car c'est souvent là que se cache le plus important. Je suis Dr Chloé, médecin, et aujourd'hui, je veux que vous sachiez quelque chose d'important. Si vous avez plus de 50 ans et que vous avez l'impression que votre corps ne réagit plus comme avant, vous avez raison. Votre métabolisme change, vos hormones changent, et ce qui fonctionnait à 30 ans peut aujourd'hui nuire à votre santé. Mais il y a une bonne nouvelle. Votre corps peut encore réagir. Il a simplement besoin du bon carburant. Avant de continuer, écrivez-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous regardez cette vidéo. J'aime beaucoup savoir où se trouve notre communauté et quel sujet vous intéresse le plus. Maintenant, parlons d'un point essentiel. La graisse viscérale n'est pas la même chose que la graisse que vous pouvez pincer sous la peau. La graisse sous-cutanée est celle qui se trouve juste sous la peau. Elle peut être gênante, mais elle est souvent moins dangereuse. La graisse viscérale est différente. Elle s'accumule autour de vos organes, autour du foie, du pancréas, des intestins et même du cœur. Et cette graisse est très active dans le corps. Elle libère des substances inflammatoires. Elle augmente la glycémie. Elle fait monter la tension artérielle. Et elle augmente le risque de diabète, d'infarctus et même de démence. Imaginez une mauvaise herbe avec une racine très profonde. Vous pouvez couper ce que vous voyez à la surface, mais si vous ne touchez pas la racine, elle repousse encore plus vite. Et après 50 ans, 3 choses importantes changent dans votre corps. Premièrement, la masse musculaire diminue. Chaque année, vous pouvez perdre entre 1 et 2% de muscles si vous ne faites rien. Moins de muscles signifie moins de capacité à brûler le sucre et les graisses. Deuxièmement, certaines hormones importantes diminuent, comme la testostérone et l'hormone de croissance. Résultat, il devient plus difficile de construire du muscle et plus facile de stocker de la graisse. Troisièmement, la résistance à l'insuline augmente. Votre corps gère moins bien les glucides qu'avant. Tout cela crée une situation parfaite pour accumuler de la graisse viscérale, même si vous mangez peu. Mais il existe un nutriment qui peut inverser cette tendance. Un nutriment qui aide à brûler les graisses,
qui protège les muscles, qui améliore la sensibilité à l'insuline et qui réduit l'inflammation. Et non, ce n'est pas un médicament, c'est la protéine de haute qualité. Dans un instant, je vais vous expliquer exactement comment elle agit dans votre corps et surtout combien de protéines vous avez réellement besoin après 50 ans. Premier point important, comment la protéine agit contre la graisse viscérale sur 3 fronts. Restons très pratiques. Imaginez que demain matin, au petit déjeuner, vous mangez 30 g de protéines au lieu d'un toast avec de la confiture. Par exemple, des œufs brouillés, un yaourt grec nature avec des noix, ou un smoothie avec de la protéine en poudre si vous la tolérez. Que se passe-t-il alors dans votre corps pendant les 6 heures qui suivent? 3 choses très importantes. La première, la protéine a ce qu'on appelle un effet thermique élevé. Cela signifie que votre corps dépense beaucoup d'énergie simplement pour la digérer. En réalité, votre corps brûle entre 20 et 30% des calories de la protéine juste pour la digérer et l'utiliser. Par exemple, si vous mangez 100 calories de protéines, votre corps brûle déjà entre 20 et 30 calories pendant la digestion. Avec les glucides, cette dépense est seulement de 5 à 10%. Avec les graisses, elle est encore plus basse, environ 0 à 3%. Imaginez votre métabolisme comme un grand four. La protéine est le carburant qui demande le plus de travail, et ce travail consomme de l'énergie. Deuxième effet important. La protéine stimule certaines hormones de satiété, par exemple le GLP-1 et le peptide YY. Ces hormones disent à votre cerveau « tu es rassasié ». En même temps, la protéine diminue la gréline, c'est l'hormone de la faim. Résultat, vous mangez naturellement moins pendant les heures suivantes, sans faire d'efforts, sans lutter contre la faim. Troisième effet, et c'est essentiel après 50 ans, la protéine protège votre masse musculaire. Quand une personne perd du poids sans manger assez de protéines, elle perd souvent du muscle et de la graisse en même temps. Mais quand l'apport en protéines est suffisant et qu'il y a un peu d'exercice, le corps peut perdre surtout de la graisse tout en gardant les muscles, parfois même en gagnant du muscle. Et plus vous avez de muscles, plus votre corps brûle d'énergie, jour et nuit, 24 heures sur 24. Prenons un exemple réel. Marie a 55 ans. Elle travaille dans un bureau. Chaque matin, elle buvait simplement un café avec quelques biscuits. Vers 10 heures, elle avait déjà très faim. Elle mangeait souvent quelque chose de sucré. Et chaque année, son ventre grossissait un peu plus. Je lui ai proposé un changement très simple. Au petit déjeuner, 2 œufs brouillés avec des épinards et un demi-avocat. Rien d'autre. 2 semaines plus tard, elle m'a dit quelque chose d'intéressant. Elle arrivait au déjeuner sans grosse faim. Elle ne ressentait plus ce besoin urgent de sucre dans la matinée. Et son énergie était beaucoup plus stable. 3 mois plus tard, son tour de taille avait diminué de 7 cm. Elle n'avait pas compté les calories, elle n'avait pas fait de régime extrême, elle avait simplement changé la qualité de son petit déjeuner. Maintenant, voyons les étapes pratiques. Première étape, calculez la quantité de protéines dont votre corps a besoin. La recommandation classique pour un adulte est de 0,8 g par kilo de poids. Mais chez les personnes de plus de 50 ans, les études montrent qu'il faut souvent plus, environ 1,2 à 1,6 g par kilo de poids. Cela aide à protéger les muscles et à stimuler la combustion des graisses. Par exemple, si vous pesez 70 kg, cela représente entre 84 et 112 g de protéines par jour. Deuxième étape, répartissez ces protéines sur 3 repas. Essayez d'avoir environ 25 à 30 g de protéines par repas. Cela stimule la production de protéines musculaires. Troisième étape, privilégiez les sources complètes. Les œufs,
le poisson, le poulet, la dinde, la viande maigre, le yaourt grec, le fromage cottage et la protéine de lactosérum si vous la digérez bien. Quatrième étape. Si vous êtes végétarien, combinez légumineuses et céréales. Vous pouvez aussi utiliser le tofu ou le tempeh et si nécessaire, ajouter une protéine végétale comme celle de pois ou de soja. Cinquième étape. Essayez de manger les protéines en premier pendant le repas. Cela active plus vite les hormones de satiété. Sixième étape. N'ayez pas peur des protéines animales si vous êtes en bonne santé. L'idée qu'elles abîment les reins chez les personnes en bonne santé est un mythe. La science a déjà montré plusieurs fois que ce n'est pas vrai pour les personnes sans maladie rénale. Mais la protéine seule ne suffit pas. Dans la partie suivante, nous allons voir comment associer la protéine avec les bonnes graisses pour multiplier l'effet sur la graisse viscérale. Et vous allez peut-être être surpris, parce que oui, pour perdre de la graisse, il faut parfois manger un peu de graisse. Passons maintenant à l'étape suivante. La protéine est importante, mais pour de meilleurs résultats, il faut l'associer au bon type de graisse. Essayez ceci dès demain matin. Avec votre petit déjeuner riche en protéines, ajoutez une petite source de graisse saine. Par exemple, une cuillère d'huile d'olive sur vos œufs ou une poignée de noix dans votre yaourt. Cela peut sembler étrange. Vous essayez peut-être de perdre de la graisse et je vous dis d'en manger. Mais voici pourquoi cela fonctionne. Certaines graisses, appelées graisses monoinsaturées, améliorent la sensibilité à l'insuline. On les trouve dans l'huile d'olive, l'avocat, les noix, les amandes. Quand la sensibilité à l'insuline s'améliore, votre corps gère mieux le sucre dans le sang et il stocke moins de graisse viscérale. Il y a aussi un autre avantage. Les graisses ralentissent la digestion. Votre estomac se vide plus lentement. Résultat, votre repas vous rassasie plus longtemps. Imaginez les choses comme ceci. La protéine est l'ouvrier qui reconstruit vos muscles. La graisse saine est le chef de chantier qui organise le travail. Ensemble, ils travaillent mieux. Dans plusieurs études réalisées dans les populations méditerranéennes, les chercheurs ont observé quelque chose d'intéressant. Les personnes qui consomment régulièrement de l'huile d'olive ont souvent moins de graisse viscérale, même quand elles mangent une quantité normale de calories. Ce n'est pas de la magie, c'est simplement de la biochimie. Voici un autre exemple concret. Roberto travaille comme comptable. Pendant longtemps, il mangeait du blanc de poulet grillé, sans rien ajouter. Il me disait toujours « Si j'ajoute de l'huile, je vais grossir ». Mais 2 heures après son repas, il avait déjà faim, et il finissait souvent par manger du pain ou des féculents. Je lui ai simplement proposé un petit changement. Ajouter une cuillère d'huile d'olive sur son poulet et une salade avec un peu d'avocat. Le résultat a été rapide. Il arrivait au dîner beaucoup plus calme. Il a arrêté de grignoter entre les repas et en 6 semaines, son tour de taille a diminué de 4 cm. La graisse n'est donc pas votre ennemi. Les vrais problèmes sont les graisses trans et les huiles végétales raffinées. Voyons maintenant les étapes pratiques. Première étape. Ajoutez une source de graisse saine à chaque repas. Par exemple, huile d'olive, avocat, noix, amandes, graines de chia. Deuxième étape. Essayez d'éviter certaines huiles raffinées comme l'huile de soja, l'huile de maïs, l'huile de tournesol raffinée, l'huile de colza raffinée. Pour cuisiner à feu moyen, utilisez l'huile d'olive. Pour les températures plus élevées, vous pouvez utiliser l'huile d'avocat ou l'huile de coco. Troisième étape. Les graisses saturées naturelles peuvent être consommées avec modération. Par exemple, le beurre de vache nourri à l'herbe, l'huile de coco, le gras naturel de viande de bonne qualité. Le vrai problème est souvent la combinaison de sucres raffinés et de graisses raffinées. C'est exactement ce que l'on trouve dans
les pâtisseries, les fritures et les aliments ultra transformés. Quatrième étape. Si vous mangez du poisson, privilégiez les poissons gras comme le saumon, les sardines, le maquereau ou le thon. Ces poissons sont riches en oméga 3. Les oméga 3 réduisent l'inflammation et améliorent la sensibilité à l'insuline. Cinquième étape. Une poignée de noix par jour, environ 30 grammes, est associée dans plusieurs études à un risque plus faible de diabète et aussi à moins de graisse abdominale. Sixième étape. Essayez de ne pas boire vos calories sous forme d'huile. Les graisses doivent servir à cuisiner ou à assaisonner les aliments, pas à préparer des boissons pleines d'huile comme si c'était un médicament. Dans la prochaine partie, nous allons parler d'un sujet très populaire aujourd'hui, le jeûne intermittent. Vous allez comprendre comment il peut aider à brûler la graisse viscérale, mais aussi l'erreur fréquente que beaucoup de personnes font après 50 ans. Et cette erreur peut ralentir le métabolisme au lieu de l'aider. Parlons maintenant d'un sujet très connu, le jeûne intermittent. Essayez cette méthode simple dès demain. Prenez votre premier repas entre 9h et 10h du matin. Choisissez un repas riche en protéines et en bonne graisse. Puis, prenez votre dîner avant 19h. Avec cette organisation, votre corps reste environ 14 à 15 heures sans manger pendant la nuit. Et cela se fait souvent sans grand effort. Pourquoi cela peut aider? Quand vous ne mangez pas pendant plusieurs heures, votre niveau d'insuline diminue. Et quand l'insuline baisse, votre corps commence plus facilement à utiliser les réserves de graisse comme énergie. Mais il y a un point très important que beaucoup de personnes ignorent. Si vous cassez votre jeûne avec du sucre ou des glucides raffinés, votre insuline monte très vite et cela bloque la combustion des graisses. En revanche, si vous rompez le jeûne avec des protéines et des graisses saines, l'insuline reste plus stable. Votre corps continue donc plus longtemps à brûler de la graisse. Imaginez votre corps comme un système avec deux modes. Le premier mode est le mode construction, c'est quand vous mangez. Le second mode est le mode réparation, c'est quand vous jeûnez. La protéine aide le corps à construire du muscle. Le jeûne aide le corps à éliminer la graisse viscérale. Mais attention, après 50 ans, faire du jeûne sans manger assez de protéines peut être une grosse erreur. Dans ce cas, le corps peut perdre du muscle. Et perdre du muscle ralentit le métabolisme. Je vois souvent ce problème en consultation. Certaines personnes jeûnent pendant 16 ou 18 heures. Elles ne mangent qu'une fois par jour. Mais elles n'arrivent pas à consommer assez de protéines. Le résultat est souvent le même. La masse musculaire diminue. Le métabolisme ralentit. Et la graisse viscérale ne bouge presque pas. Voici un exemple. Lucia a 59 ans. Elle pratiquait le jeûne intermittent depuis 1 an. Elle mangeait seulement entre midi et 20 heures. Mais ses repas étaient surtout composés de riz, de haricots et de pain. Très peu de protéines. Quand nous avons fait le calcul, elle consommait seulement 40 grammes de protéines par jour. Sa masse musculaire avait diminué et son ventre restait le même. Nous avons simplement ajusté son plan, un jeûne de 14 heures, 3 repas dans une période de 10 heures et environ 30 grammes de protéines à chaque repas. 2 mois plus tard, les changements étaient visibles. Elle avait retrouvé de la force musculaire, son tour de taille avait diminué de 5 cm et son énergie était bien meilleure. Voyons maintenant les étapes pratiques. Première étape, si vous pratiquez le jeûne intermittent, essayez de manger 3 repas pendant votre fenêtre alimentaire et incluez des protéines à chaque repas. Deuxième étape, essayez de casser votre jeûne avec des protéines, pas avec du sucre ou du pain blanc. Cela aide à garder l'insuline stable. Troisième étape, si vous faites du sport, mangez des protéines dans les 2 heures après l'exercice. Cela aide la récupération musculaire. Quatrième étape, évitez les jeûnes très longs,
surtout au-delà de 16 heures après 50 ans. Des jeûnes trop longs peuvent augmenter le cortisol et ralentir le métabolisme. Cinquième étape, écoutez toujours votre corps. Si le jeûne provoque des vertiges, de la faiblesse ou de l'irritabilité, raccourcissez la durée. Sixième étape, les femmes en ménopause peuvent être plus sensibles au jeûne prolongé. Dans ce cas, commencez avec 12 à 14 heures et souvent plus confortable. Mais même avec une bonne alimentation et un bon jeûne, il existe encore un facteur très important. Un facteur que beaucoup de personnes oublient complètement. C'est la santé de votre intestin. Dans la prochaine partie, vous allez découvrir comment votre microbiote intestinal peut décider si votre corps brûle la graisse ou la stocke. Et vous verrez aussi pourquoi les aliments fermentés peuvent jouer un rôle surprenant. Parlons maintenant d'un acteur très important de votre santé, votre microbiote intestinal. Dès aujourd'hui, essayez quelque chose de simple. Ajoutez à votre repas riche en protéines un aliment fermenté. Par exemple, un yaourt nature sans sucre, du kéfir, un peu de choucroute, du kimchi ou des cornichons lacto-fermentés. Même une petite portion peut déjà aider. Pourquoi ? Parce que votre intestin contient des milliards de bactéries. Cet ensemble de bactéries s'appelle le microbiote et il joue un rôle majeur dans la façon dont votre corps utilise les aliments. Certaines bactéries peuvent extraire plus de calories des aliments. Elles favorisent l'inflammation et encouragent l'accumulation de graisse viscérale. D'autres bactéries font exactement l'inverse. Elles produisent des substances bénéfiques appelées acides gras à chaîne courte, comme le butyrate. Ces substances améliorent la sensibilité à l'insuline. Elles réduisent l'inflammation et elles peuvent aider à brûler les graisses. Imaginez votre microbiote comme une équipe de jardiniers. Si les bons jardiniers travaillent dans votre jardin, tout pousse correctement. Mais si les mauvais jardiniers prennent le contrôle, les mauvaises herbes envahissent tout. Les protéines nourrissent vos muscles, mais les fibres et les aliments fermentés nourrissent les bonnes bactéries. Plusieurs études montrent que les personnes ayant un microbiote plus diversifié ont souvent moins de graisse viscérale, un meilleur contrôle de la glycémie et moins d'inflammation. Prenons un exemple. Ernesto mangeait de la viande presque tous les jours, mais il ne mangeait presque jamais de légumes. Il disait souvent « Les légumes ne me rassasient pas ». Son microbiote était déséquilibré. Il souffrait de constipation chronique et son ventre était très dur. Je lui ai proposé un changement simple. Ajouter 2 portions de légumes à son repas principal et manger un yaourt grec au petit déjeuner. 3 semaines plus tard, sa digestion s'était améliorée. Son ventre était moins gonflé et il avait commencé à perdre du tour de taille, sans changer autre chose. Voici maintenant quelques étapes pratiques. Première étape. Essayez de manger au moins 2 portions de légumes par jour. Choisissez des légumes différents et de couleurs variées. Cela nourrit les bonnes bactéries grâce aux fibres. Deuxième étape. Ajoutez un aliment fermenté chaque jour. Par exemple, yaourt nature, kéfir, choucroute, kimchi, miso ou kombucha sans sucre. Troisième étape. Essayez d'éviter les édulcorants artificiels comme l'aspartame, le sucralose ou la saccharine. Certaines études suggèrent qu'ils peuvent perturber le microbiote. Quatrième étape. Si vous devez prendre des antibiotiques, il peut être utile d'utiliser un probiotique, mais parlez-en d'abord avec votre médecin. Cinquième étape. Réduisez les aliments ultra transformés. Les additifs, les conservateurs et certains émulsifiants peuvent perturber la flore intestinale. Sixième étape. Prenez le temps de bien mâcher. La digestion commence déjà dans la bouche. Bien mâcher aide aussi votre intestin à travailler plus facilement.
Mais même si vous mangez suffisamment de protéines, même si votre microbiote est en bonne santé, il reste encore une erreur très fréquente. Une erreur qui peut annuler tous vos efforts. Cette erreur est simple. Manger des protéines sans utiliser ses muscles. Après un repas riche en protéines, essayez de bouger un peu. Par exemple, marchez pendant 10 minutes. Montez et descendez quelques escaliers. Ou faites quelques squats en vous aidant d'une chaise. Même 2 minutes peuvent déjà envoyer un signal à votre corps. Pourquoi ? Parce que la protéine seule ne suffit pas pour construire du muscle. Les acides aminés arrivent dans vos muscles. Mais pour qu'ils soient utilisés, le muscle doit recevoir un signal d'activité. Ce signal est l'exercice. Sans ce signal, les acides aminés sont simplement utilisés comme énergie. Ils ne construisent pas de muscles. Et après 50 ans, garder du muscle est l'un des meilleurs moyens de lutter contre la graisse viscérale. 1 kg de muscle peut brûler 50 à 100 calories par jour, même au repos. 1 kg de graisse brûle presque rien. Beaucoup de patients me disent « Docteur Chloé, je mange plus de protéines, mais rien ne change. » Quand je leur demande s'ils font des exercices de résistance, la réponse est souvent « Je marche un peu ». Marcher est excellent pour la santé, mais pour construire du muscle, il faut aussi un peu de résistance. Des exercices simples peuvent suffire. Squat avec une chaise, pompe contre un mur ou exercice avec des élastiques. Même 5 minutes, 3 fois par semaine, peuvent déjà faire une différence. Et parfois, ce sont ces petits changements réguliers qui transforment vraiment la santé sur le long terme.